sans pourtant prendre la parole, je passe directement à la deuxième panéliste, Mme Diarra Sow, qui va vous faire une brève présentation sur la gestion intégrée dans le pôle Nord, enjeux et perspectives. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et du Pétrole, qui était ici présent, Monsieur Birame Souleye Diop, Monsieur le directeur de la SONAGED, Monsieur le directeur du CROUS de Saint-Louis, Monsieur le directeur du 3FPT, Madame la maire de la commune de Golfe Sud, Monsieur le représentant aussi du ministre de la Jeunesse et des Sports, honorables invités, chers patriotes, à vos rangs, titres et grades. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord formuler des remerciements à l'endroit de PASTEF-UGB. PASTEF-UGB, depuis, je peux dire, le début de la Révolution, a participé à tous les combats patriotiques. Ils ont pu brandir le flambeau de la Révolution, et ceci grâce à leur détermination, grâce à leur engagement, mais aussi à leurs risques et périls. À travers PASTEF-UGB aussi, je tiens à rendre hommage à PASTEF Saint-Louis, qui a aussi, à travers des frères et sœurs très engagés, mené la lutte qui nous a menés au pouvoir en 2024. Félicitations, frères et sœurs du parti. Pour entrer dans le thème, aujourd'hui, la gestion intégrée des ressources en eau, enjeux et perspectives dans le pôle Nord, d'abord, contextualiser la gestion des ressources en eau au Sénégal. Ce contexte, on peut le remonter jusque vers les années 80 avec les séries de sécheresses que le Sénégal a eu à vivre. Ces séries de sécheresses et de déficits pluviométriques ont favorisé une situation de dépendance et une situation très critique, surtout dans les zones rurales. C'est à partir de ces constats que l'État du Sénégal a pris en charge cette question de la gestion de l'eau en mettant en place une stratégie nationale pour pouvoir favoriser la mobilisation des eaux de surface afin de développer les activités génératrices de revenus. Et ces activités essentiellement dans les zones rurales, c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est aussi l'élevage. C'est à travers ces constats que l'État du Sénégal, avec une forte volonté de mettre en œuvre des projets très structurants de mobilisation des eaux de surface, a pu créer des institutions en charge de cette gestion intégrée des ressources en eau, à savoir la Direction pour la gestion et la planification des ressources en eau au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et l'Office des lacs et cours d'eau qui a été créé en 2017 pour prendre en charge cet aspect de valorisation et de mobilisation des eaux de surface. C'est à travers ces structures créées par l'État du Sénégal que la valorisation et la mobilisation des eaux de surface est devenue un enjeu majeur pour pouvoir atteindre le développement, mais aussi pour asseoir une croissance endogène au niveau des zones communautaires. Pour pouvoir asseoir ce développement endogène, l'État du Sénégal s'est appesanti sur une lettre de politique sectorielle qui avait comme vision jusqu'à 2030 et que cette vision aujourd'hui est encore matérialisée par la vision Sénégal 2050. Dans les différents axes qui ont été annoncés, surtout par rapport au développement et à l'équité territoriale, mais aussi par rapport à la gouvernance et un capital humain de qualité. Face à ces axes, ici on ne peut parler de développement du pôle Nord sans pour autant parler de la gestion de la ressource en eau. Parce que quand on parle du pôle Nord, il y a essentiellement comme axe hydrographique le fleuve Sénégal qui coule entre les différents pays comme le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Guinée. Ce fleuve Sénégal aujourd'hui coule aussi essentiellement dans la zone
nord, aujourd'hui qui constitue le pôle territoire nord. C'est une source hydrologique assez importante parce que, hormis le fleuve Sénégal, on a plusieurs mares, lacs et cours d'eau qui sont dans la plaine alluviale du fleuve Sénégal. Et aujourd'hui, ces zones de rétention d'eau constituent des potentiels très importants pour que le Sénégal puisse atteindre la souveraineté alimentaire, mais aussi pour l'accession de l'ODD 6, à savoir la disponibilité de l'eau pour tous et l'accès à l'eau pour tous. Donc, cette ressource hydrologique qu'on a dans le pôle Nord, à travers le fleuve Sénégal, à travers les ressources d'eau douce comme le lac de Guerre, qui est la plus importante ressource d'eau douce du Sénégal. Et pour rappeler aussi, l'Office des lacs et cours d'eau, avant de devenir l'Office des lacs, était l'Office du lac de Guerre. Pour dire l'importance aujourd'hui que l'État du Sénégal donne à cette ressource en eau en élargissant les missions de l'OLAC sur l'ensemble du territoire national. Pour revenir un peu sur le lac de Guerre aujourd'hui, avec cette gestion intégrée des ressources en eau des pôles territoriaux, il y a des projets très structurants que l'État du Sénégal est en train de mettre en œuvre, mais surtout est en train d'instruire comme les grands transferts d'eau. Aujourd'hui, sur les grands transferts d'eau, l'Office des lacs et cours d'eau, à travers ses différentes missions, va mettre en œuvre plusieurs projets sur l'ensemble du territoire national. Je peux citer le Promoren, le projet de mobilisation des ressources en eau du Nanisha-Bolon, que l'OLAC est en train de mettre en œuvre dans le département de Koungheul. Comme on est ici au niveau de la zone nord, on va parler essentiellement des projets structurants de transfert d'eau que l'État va mettre en œuvre pour pouvoir asseoir la souveraineté alimentaire, mais favoriser la disponibilité d'une eau productive, une eau pour l'agriculture, une eau pour la pêche, pour l'élevage, mais aussi pour les activités agro-silvo-pastorales. La réserve d'eau douce du lac de Guerre aujourd'hui, qui constitue la principale réserve d'eau douce du Sénégal, va recevoir des grands projets de transfert, que ce soit le transfert d'eau de la zone du lac de Guerre vers le DMT, le triangle Dakar-Mbour-Thiès-Touba, pour pouvoir faciliter et favoriser la disponibilité de l'eau pour l'adduction en eau potable, mais aussi la disponibilité de l'eau pour l'agriculture, pour l'élevage et la pêche. Il y a aussi le projet Préferlo, le projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo, parce que hormis le fleuve Sénégal aujourd'hui qui a un potentiel hydrologique très important, il y a au niveau de la zone du Ferlo des mares aujourd'hui avec l'assèchement, avec l'aridification. Ces mares aujourd'hui ne disposent plus d'un écoulement pérenne. Donc l'objectif du Préferlo, c'est de pouvoir transférer cette eau du lac de Guerre vers le Ferlo pour pouvoir développer l'agriculture, développer l'élevage, mais aussi la pêche et emblaver plus de 40 000 hectares de terres arables. Autre projet aussi dans la zone nord, il y a le projet intégré pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement PICEA. Ce projet aussi, au niveau de la zone nord, il y a des aménagements que l'OLAC va faire, surtout la modernisation des ouvrages de Richard Toll pour pouvoir un peu accroître le potentiel de rétention du lac de Guerre, mais aussi plusieurs endiguements que l'OLAC va faire. Hormis ces différents travaux et projets que l'OLAC est en train de mettre en œuvre dans la zone nord pour favoriser une disponibilité de la ressource en eau, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'un développement endogène, on ne peut pas parler d'un développement territorial sans pour autant que les populations aient accès à l'eau, surtout à l'eau potable, mais aussi à l'eau pour l'agriculture, pour la pêche et pour l'élevage. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il y a ces projets-là que l'on est en train de mettre en œuvre dans la zone nord, mais il y a aussi d'autres projets dans les autres contrées, dans les autres localités du Sénégal. Aujourd'hui, pour parler un peu des enjeux de cette gestion par rapport à la vision Sénégal 2050, je l'ai contextualisé depuis le début par rapport à cet ancrage territorial, par rapport aussi au développement et à la croissance économique, mais aussi par rapport à la souveraineté alimentaire. Donc, face à tous ces enjeux-là, l'État du Sénégal, à travers des projets de mobilisation des eaux de surface, des projets aussi de valorisation des eaux des petits bassins versants, parce que hormis les grands projets, on a pu cartographier 25 petits bassins versants et que ces petits bassins versants jouent des rôles très cruciaux
dans le développement communautaire, mais aussi au niveau du développement des activités de ces territoires. Ces projets de valorisation ou ces travaux de valorisation des eaux de surface entrent dans la stratégie de la souveraineté alimentaire, mais aussi de l'équité territoriale. Parce qu'il faut donner aux territoires les moyens de pouvoir asseoir leur développement. Aujourd'hui, le Sénégal tend vers l'émergence. Le Sénégal tend vers le développement. Donc, pour pouvoir accéder à ce développement, à cette émergence, il faut d'abord partir par la base. Et cette base, c'est les communautés, c'est les territoires. Et pour pouvoir avoir accès à ce développement, il faut que les territoires, que les communautés puissent disposer d'une eau en qualité, mais aussi d'une eau en quantité. Et en parlant aussi d'eau en qualité, il y a le suivi qui est fait sur l'ensemble des plans d'eau. Parce que la gestion intégrée des ressources en eau, il y a aussi des outils de suivi que l'on fait pour pouvoir suivre la ressource en eau, mais aussi pour favoriser la disponibilité d'une eau en qualité. Et pour ça, il y a plusieurs paramètres de suivi que l'on fait continuellement, et ces paramètres de suivi nous permettent aussi de pouvoir favoriser la disponibilité d'une eau en qualité, mais aussi d'une eau en quantité. Autre aspect aussi que je voudrais saisir par cette occasion, c'est parler de l'importance du capital humain. Parce que tout à l'heure, ceux qui nous ont précédés au niveau des panels ont parlé de l'importance de la professionnalisation, mais aussi de la capitalisation des ressources humaines que l'on a au niveau du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas développer le Sénégal, on ne peut pas tendre vers l'émergence ou la croissance endogène sans pour autant qu'on ait un capital humain de qualité. Et ce capital humain de qualité, c'est dès à présent que l'on commence à le forger. C'est dès à présent que l'on commence à mettre les moyens de notre côté pour favoriser une jeunesse, pour créer une jeunesse bien formée, mais aussi une jeunesse capable de tenir les rênes du pays. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de PASTEF, c'est gérer le Sénégal, pas seulement jusqu'à 2050, mais au-delà de l'horizon 2050. Donc, pour pouvoir accéder à ça, il nous faut une alternative, une alternation de générations. Donc, cette alternative, ces générations qui vont se succéder, c'est dès à présent que l'on doit commencer à les forger. Donc là, j'en appelle à tous ceux qui ont des structures en charge de la formation professionnelle, que ce soit le 3FPT, que ce soit les autres structures en charge de la formation, d'accompagner cette jeunesse. Parce que cette jeunesse a cru à la révolution. Cette jeunesse a cru à la vision, à l'idéal du PASTEF. Donc cette jeunesse-là, il faut l'accompagner, il faut lui donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre et de mettre en profit les compétences qu'ils ont pu acquérir lors de leur formation, mais aussi les capacités dans les différentes filières professionnelles capables d'impacter le développement économique du Sénégal. Donc je pense que j'ai pas... 2 minutes, voilà. Donc, je peux aussi parler de l'apport du pôle Nord dans cette stratégie de développement économique du Sénégal, former les jeunes qui sont ici dans la zone Nord sur les métiers de l'agriculture, mais aussi sur les métiers de l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir asseoir un développement endogène, il faut miser sur ces activités du secteur primaire. Ces activités du secteur primaire, c'est l'agriculture, c'est la pêche et c'est l'élevage. Donc, il faut former les jeunes dans les métiers de l'agriculture, les métiers de l'élevage, mais aussi les métiers de la pêche. Aujourd'hui, dans la gestion intégrée des ressources en eau, on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement aux communautés. Ces accompagnements, c'est dans le cadre de nos projets structurants que l'on fait dans les zones, dans les pôles territoires, et que cet accompagnement, en plus de pouvoir favoriser la disponibilité de la ressource en eau, c'est aussi accompagner les jeunes, les femmes au métier de la pisciculture.